Bonjour tout le monde, nous vous proposons de découvrir un dispositif destiné à faciliter la mise au point et l'autofocus, qui est peu connu sur le continent européen, mais qui connaît un succès croissant aux États-Unis et au Canada. On va faire simplement une courte présentation et soyez tranquille, si vous voulez en savoir plus, vous aurez moyen de le faire, puisque à la fin, on va vous donner un lien, on vous laissera le temps de le copier, il n'est pas cliquable. Et puis vous pourrez lire la vidéo correspondante sur la chaîne YouTube. Il s'agit d'une présentation faite par Denis Bergeron, qui a accueilli l'inventeur lui-même, de Gaston Baudat, et ce monsieur va vous présenter sur une vidéo qui dure quand même un peu plus d'1 heure, tous les détails, dans la moindre... vraiment, vous verrez tout, vous découvrirez toute la finesse du système, et tout l'avantage que vous pouvez en tirer. Sur ce, on démarre et bonne lecture. La problématique, c'est d'obtenir des détails les plus fins possibles sur les objets photographiés. Il faut que ces objets-là faut que ce soit aussi fixe et fin que possible, s'agissant surtout des étoiles. Il faut que les étoiles soient vraiment très fines. À partir du moment où vous avez des étoiles très fines et bien rondes, vous aurez des détails qui seront eux-mêmes très fins dans les objets que vous allez photographier, que ce soit des nébuleuses ou des galaxies. La turbulence atmosphérique joue également son rôle, mais vous verrez que le système apporte aussi de bonnes solutions à ce problème. Alors le principal remède que nous connaissons quand on pratique l'astrophotographie, surtout avec des longues focales, et que nous utilisons le plus couramment, pour contrer les erreurs mécaniques et de réglage de la monture, ce sont des dispositifs d'autoguidage. Le premier, c'est le guidage parallèle. Vous pouvez voir les deux instruments qui sont montés parallèlement. En effet, il y en a un qui est destiné à recueillir les images avec un appareil photo numérique. Et puis sur l'autre, vous avez une petite caméra, en général une petite caméra CCD, qui sert à vérifier le positionnement d'une étoile guide sur un photosite de la matrice du capteur de cette caméra. Et toute déviation donne lieu à une correction automatique, il y a une boucle d'asservissement sur la monture connectée à cette caméra qui permet de corriger automatiquement la moindre déviation observée par le système. Alors, l'avantage, si vous voulez, c'est que c'est lumineux, c'est très lumineux, et c'est facile de trouver une étoile guide en orientant la lunette guide au gré de la position des étoiles les plus brillantes pour faire le guidage. En revanche, il y a un inconvénient, c'est que si vous n'avez pas un système de fixation du second instrument, de l'instrument de guidage par rapport à l'instrument imageur, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle des flexions différentielles. Elles apparaîtront, et si vous faites des poses longues avec un tel handicap, vous verrez que les étoiles finissent par ne plus être rondes, qu'elles deviennent ovales, et évidemment, le résultat se fait sentir aussi sur l'image de l'objet photographié. Le second système que nous connaissons, c'est celui-ci. C'est celui du diviseur optique. Bon, il est en général beaucoup plus
recommandé par les gens qui pratiquent l'astrophotographie parce que justement il offre l'avantage d'une rigidité bien plus grande que le premier système que vous avez vu. Par contre, il a un inconvénient, c'est que d'abord c'est peu lumineux en raison d'une cause principale, c'est que le prisme qui prélève une partie du faisceau lumineux issu de l'instrument photographique, que ce soit une lunette ou un télescope ou autre chose, eh bien le prisme, lui, est petit. C'est-à-dire, si vous mettez une grande caméra pour faire votre guidage, de toute façon, vous serez limité par la dimension du prisme. Alors évidemment, ça limite le champ disponible pour trouver une étoile guide, et évidemment, s'il n'y en a pas, vous êtes obligé de balader en rotation, en général, votre instrument guide autour de l'axe optique pour trouver enfin une étoile guide. Bon, c'est pas franchement pratique. Maintenant, tout dépend de la sensibilité aussi du capteur destiné à faire le guidage. Nous allons simplement en esquisser les principes, les avantages et les inconvénients. Alors, ce que vous pouvez voir là, c'est que ça ressemble, ce montage-là, au système qu'on emploie quand on monte un diviseur optique entre le télescope, la caméra imageur et puis la caméra de guidage. Il y a quand même une différence que vous pouvez voir immédiatement, c'est que la caméra de guidage, au lieu d'être montée perpendiculairement à l'axe optique du télescope, elle est montée directement sur l'axe du télescope, dans le prolongement de l'axe. Donc l'axe mécanique, si vous voulez, correspondant à la fixation de cette caméra de guidage et l'axe optique du télescope sont confondus. Alors que la caméra imageur, quand vous voyez marqué ATIC 460X en haut, cette caméra imageur est montée perpendiculairement à l'axe optique du télescope. Donc on est dans une configuration, une présentation un peu inverse, je dirais, de celle qu'on utilise couramment. Et voilà, c'est là le principal aspect à première vue. Ce que vous pouvez voir là, c'est le corps de l'appareil qu'on appelle un onag. Bon, c'est globalement cubique, on peut dire les choses comme ça. Vous avez ce que vous voyez là, vous voyez à gauche sur l'image une sortie avec une bague rouge. Au niveau de la bague rouge, vous avez un filetage. C'est du 42 au pas de 75, le filetage classique qui permet de brancher là-dessus la caméra de guidage. Et puis juste au-dessus, sur la face supérieure du cube, vous avez une sortie, un orifice par où passe la lumière en direction de la caméra imageur. Alors on y met les bagues qui sont nécessaires de façon à pouvoir faire la connexion entre la caméra et ce système-là. Les deux boutons un peu jaunes là que vous voyez l'un au-dessus de l'autre, sur la face tournée vers vous, eh bien ces deux boutons-là servent à faire translater horizontalement la caméra d'autoguidage, donc tout le système de bagues et de fixation qui se trouve sur cette image-là. Alors, ça a l'avantage évidemment quand vous avez un capteur plus petit que la lame qui se trouve à l'intérieur du cube, là, ça permet de trouver plus facilement une étoile guide. Et vous verrez, il y a un second système de double bouton, comme ça, sur une autre face qui permet de faire une translation verticale cette fois. Voilà, alors tournez vers vous maintenant, vous avez la face supérieure du cube avec son orifice de sortie vers la caméra imageur, muni d'un dispositif au pas de filetage en 42-75. Et puis en haut à gauche, sur la face qui n'est pas tournée vers vous, justement, vous voyez quand même apparaître le filetage 42-75 également, destiné à recevoir la caméra.
La face qui est à droite et qui regarde vers le bas, en bas à droite, cette face-là est percée d'un orifice par où vous allez pouvoir connecter le télescope, voire même le correcteur de champ. En général, on le place avant, hein, on peut le placer après, mais c'est plutôt recommandé de le placer avant, entre le dispositif de mise au point et puis justement le cube. Voilà. Alors là, vous avez tourné vers vous la face arrière du cube, avec la sortie destinée au capteur autoguideur. Alors, vous voyez bien, il y a un cercle gradué qui permet tout simplement de faire un repérage devant un index qui est gravé sur la droite de la face, au milieu de la face, et au milieu du bord droit du système, et vous avez la possibilité de faire tourner votre caméra de guidage si vous le souhaitez. Alors vous voyez les boutons qui permettent d'effectuer la translation horizontale du dispositif. Hein. Et vous avez à gauche un bouton noir qui, à mon avis, je ne le connais pas bien, mais à mon avis, doit servir au blocage. Une fois que les réglages sont effectués, on bloque. Voilà. Alors vous devez vous demander ce que c'est qu'une lame dichroïque. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est une lame en lame de verre, tout simplement, à face rigoureusement parallèle. Donc c'est une pièce de précision, hein. Et donc rigoureusement parallèle et parfaitement plane. Vous avez quelque chose, vous avez une lame absolument parfaite. Et alors elle est spécialement traitée pour éviter d'une part les reflets parasites vers la caméra de guidage, et vous avez également un traitement qui permet de laisser passer, de séparer les radiations du spectre lumineux. Hein. Vous avez toute la partie qu'on appelle le spectre visible, si vous voulez, qui va être renvoyé sur le côté vers la caméra d'image, et puis vous allez avoir une partie du spectre qui, elle, n'ira pas vers la caméra imageur, parce qu'elle ne sert à rien d'ailleurs, hein, parce qu'il s'agit du proche infrarouge et de l'infrarouge. Donc dans les applications courantes de photographie, du ciel profond notamment, nébuleuses, galaxies, etc., on n'utilise pas l'infrarouge et le proche infrarouge, au contraire, on a plutôt tendance à l'éviter, en raison généralement d'ailleurs du halo qu'il peut provoquer sur les étoiles. Parce que le lieu de focalisation de l'infrarouge, notamment, n'est pas le même que pour le reste du spectre. Donc on élimine en général l'infrarouge, et là, plutôt que de l'éliminer, on va l'utiliser. Hein, et on va l'utiliser tout simplement pourquoi? Pour faire le guidage. Et comme maintenant les capteurs de guideurs sont eux-mêmes sensibles à l'infrarouge, eh bien on va surtout ne pas mettre de filtre pour empêcher les infrarouges d'arriver sur la caméra d'autoguidage. On va utiliser justement la lumière infrarouge, le proche infrarouge, pour s'en servir comme lumière tout simplement de base pour le capteur d'autoguidage. Voilà, c'est là le principe. Alors, vous voyez, il n'y a pas besoin de relever quelques miroirs que ce soit, il y a une partie de la lumière qui traverse la lame et puis une partie de la lumière qui est réfléchie. Alors voyons un peu les avantages et inconvénients de ce système, parce qu'il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. Alors le guidage sur l'axe permet de réduire les effets de rotation de champ, notamment en cas de mauvaise mise en station, ou tout ce qui peut finalement provoquer une rotation de champ. Ça permet d'utiliser un grand capteur pour l'autoguideur cette fois, puisqu'il n'y a plus de prisme de renvoi sur le côté. Hein. C'est la lumière qui arrive directement depuis l'instrument, depuis le télescope, sur la matrice du capteur autoguideur. Donc, si vous avez à disposition une caméra qui peut vous servir d'autoguideur au format 24-36, vous n'avez plus besoin finalement d'utiliser les fameux boutons un peu jaunes là, que vous avez vu tout à l'heure. Hein, vous la mettez en place, votre caméra grand format, et puis ce serait bien le diable que vous ne trouviez pas une étoile guide dans tout ça. Surtout que vous avez une possibilité en plus, avec les logiciels qui sont fournis, de supprimer le bruit de fond. C'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez supprimer le bruit de fond qui se trouve, et ça les gens qui font de l'astrophotographie le savent, hein,
les étoiles guides en général les plus faibles disparaissent dans le bruit de fond du capteur et on ne les voit pas. Alors là, vous avez une soustraction possible instantanément du bruit de fond et ça permet de faire ressortir les étoiles qui n'apparaissent pas habituellement. Donc ça vous ouvre un champ d'exploitation supplémentaire dans la recherche d'étoiles guides. Ça, c'est un énorme avantage. Alors cette suite logicielle qui est fournie vous permet d'effectuer le guidage, mais aussi l'autofocus, donc le réglage automatique de la mise au point. Alors le réglage automatique de la mise au point, vous verrez, hein, si vous allez lire la vidéo, vous allez même voir ça fonctionner, c'est absolument impressionnant. Vous avez l'étoile qui va servir de guidage, hein, si vous n'en utilisez qu'une, parce que en plus vous pouvez en utiliser plusieurs. Mais si vous n'en utilisez qu'une, vous verrez que l'étoile destinée au guidage sert aussi à effectuer la mise au point. Et cette étoile-là, elle a une forme bien particulière parce que le fait qu'on fasse passer de la lumière au travers d'une lame inclinée, ça va provoquer une déformation, hein, simplement par astigmatisme. Hein. Vous avez une déformation astigmatique de l'image. Et cette déformation, ça offre une image d'étoile assez proche d'une image normale d'étoile bien ronde, mais un petit peu déformée quand même en forme de croix. Alors si votre mise au point se décale en intrafocal, alors à ce moment-là, vous allez avoir une correction instantanée parce que la déformation va prendre un tour tout à fait différent. Il va y avoir un allongement, ça a une forme de croix, hein. Vous allez avoir un allongement dans un sens d'une branche de la croix, et le système qui enregistre le contour, si vous voulez, d'un système correctement mis au point, va le détecter de suite et va repositionner le focuseur correctement de façon à ce que la mise au point permette de conserver le contour de l'étoile. Hein. Et si vous avez un déplacement extrafocal, bah vous allez avoir les deux autres branches perpendiculaires de la croix qui vont s'étirer et puis le système va le détecter instantanément, même chose pour ramener le tout à la normale, de façon instantanée. Alors, c'est encore un énorme avantage parce que le système se fait non pas entre deux poses, hein, sur l'image du capteur imageur, mais entre deux poses sur l'image du capteur de guidage. Donc, les corrections apportées seront plus fréquentes. C'est ça surtout qui est important, c'est en temps réel, pendant que vous faites votre photo, pendant que votre image brute est en train de se faire sur l'imageur, vous pouvez avoir des corrections de mise au point qui se font. Tout comme il se fait des corrections de guidage, en même temps, vous aurez des corrections de mise au point qui peuvent se faire de façon instantanée pendant la pause. Et c'est encore un avantage énorme qu'on ne connaissait pas sur les systèmes conventionnels. Alors la suppression efficace du bruit, oui, on en a parlé. Alors vous avez deux formats, voilà, j'ai dit ça tout en bas, là il existe deux formats selon la taille du capteur imageur. Bon, vous avez un premier ONAG qui s'appelle l'ONAG SC, hein, qui est destiné aux capteurs de moyenne dimension, on va dire jusqu'à 25, 28 mm, je crois, la limite. Hein, et après, bon, quand on passe à des tailles supérieures, jusqu'au plein format, parce que c'est faisable pour le plein format aussi, alors là, il existe ce qu'on appelle l'ONAG XM, hein, c'est une autre version, qui est pas beaucoup plus grande, hein, mais qui permet de laisser passer plus de lumière, un champ plus étendu, et donc d'inclure la dimension d'un capteur plein format. Alors, inconvénient, oui, il y en a quand même, hein, c'est quand même gourmand en tirage optique, hein, ce qu'on appelle, parce qu'on aime bien s'exprimer en anglais, hein, c'est ce qu'on appelle le back focus. Bon, donc, il faut savoir quand même une chose, quand vous incluez un ONAG dans votre système, dans votre train optique, vous allez devoir consacrer 66 mm de back focus, rien que pour l'ONAG, quand il s'agit de la version SC, donc la version moyen capteur. Et si vous utilisez la version XM destinée au grand capteur, vous aurez 2 mm de back focus supplémentaire, 68 mm. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte parce que quand vous allez mettre un correcteur de champ, il faudra surtout veiller à ce que le train optique comportant le correcteur de champ, l'ONAG, la roue à filtre,
les bagues d'adaptation et puis le back focus propre à la caméra, que tout ce petit monde-là rentre dans les clous pour être inclus dans le back focus du correcteur de champ. Vous serez de toute façon, si vous voulez avoir de belles images, obligé d'employer un correcteur de champ. Si vous ne le faites pas, vous aurez des étoiles floues au bord et nettes au centre, ou réciproquement. Vous n'aurez jamais un champ parfaitement plan, parce que tous les instruments, quels qu'ils soient, ont un champ courbe, et il y a tout ce qu'il faut pour les corriger. Alors maintenant, il faut faire attention à ce que ces systèmes de correction soient dans les clous par rapport au back focus de tout le train optique. Nous arrivons à la fin de la présentation de l'ONAG. Alors, vous avez ici en bleu là, sur la diapositive le lien vers la chaîne YouTube de Bergeron, qui vous permet d'accéder tout simplement. On va laisser suffisamment de temps que vous puissiez le recopier, parce que c'est pas cliquable. Vous allez prendre le soin de le recopier. Et puis vous le trouverez. De toute façon, vous pouvez même le trouver même sans copier le lien. D'ailleurs, vous avez sur YouTube, vous tapez Bergeron, Onag, Boda, enfin tous les noms clés, et puis vous allez bien tomber forcément sur la vidéo. Enfin, si vous voulez tomber direct, vous pouvez. On va laisser assez de temps pour que vous puissiez copier le lien, et puis vous pourrez ainsi même, pourquoi pas d'ailleurs le photographier avec votre smartphone s'il est près de vous. Vous faites une photo de votre écran et puis hop, ça y est. Et voilà. Et donc voilà, vous aurez vous aurez des indications beaucoup plus fournies. Vous avez une vidéo qui va durer quand même, vous voyez, 1h42 et 16 secondes, donc c'est quand même assez long. Mais si vous avez été, si ce que je viens de vous dire là a éveillé votre curiosité, alors vous verrez, vous en apprendrez beaucoup plus en lisant la vidéo. C'est ce qui est tout à fait recommandé de faire, parce que ce système-là est quand même extrêmement avantageux par rapport aux autres que nous utilisons, à part, bien entendu, comme on l'a dit, l'inconvénient de la gourmandise anti-rage optique. Sinon, alors il y a quand même un certain nombre d'instruments qui permettent de faire de l'astrophotographie, qui ont un back focus important. Vous avez les chiffres casse-grains, vous avez les réfracteurs, les réfracteurs. Surtout que certains réfracteurs sont fournis maintenant avec des correcteurs de champ. Ça peut aller jusqu'à 115 mm, vous vous rendez compte, 115 mm de back focus, ça vous laisse tranquillement la possibilité d'installer votre caméra, votre ODAG, votre roue à filtre, votre correcteur, etc. Avec un dispositif de mise au point positionné sur la moitié de la course, vous voyez, donc ça fait quand même, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Vous avez les Ritchey chrétiens, vous avez une bonne panoplie quand même d'instruments qui permettent d'utiliser ce dispositif-là. Je pense que le domaine d'exclusion principal, malheureusement, ça concerne beaucoup de monde, c'est pour les gens qui utilisent un télescope de Newton, notamment un télescope muni d'un qui présente une ouverture relative assez faible. Les F sur 3, les F sur 4, ceux-là sont malheureusement pratiquement exclus du dispositif. Les F sur 4 encore, il existe un correcteur de champ chez Bader qui offre 92 mm, si ma mémoire est bonne, de back focus, et là on peut arriver à faire passer tout le système. 92 mm, ça passe. Je crois que c'est le RCC. Vous vérifierez, vous allez sur un site marchand et puis vous trouverez le RCC1 Bader, et puis vous verrez tout ça. Après, ça dépend évidemment des paramètres de votre propre système, caméra, roue à filtre, etc. Il faut que tout soit adapté pour que ça puisse passer. Mais bon, les nouvelles caméras qui se font, notamment issues des pays asiatiques, ces caméras-là maintenant ont gagné en profondeur et en back focus, et ça permet d'utiliser assez facilement ce dispositif. Et pourquoi pas même d'ailleurs sur certains Newton. Voilà, donc je conclus là, et puis je vous souhaite bonne lecture de la vidéo.